Il est 18h30 sur LMTV en ce lundi 13 novembre et on fait le point sur l'actualité près de chez nous avec vous, Mickaël, et au sommaire ce soir, le retour au Mans de René Regnault. Et oui, après plus de 2 ans d'un séjour forcé en Thaïlande, le Sartois est de retour. Parmi ses proches, nous avons donc assisté à ce retour. De la gymnastique et du tir pour préparer les jeunes soldats. Histoire d'un club emblématique de la Sarthe, la Jalte, au Mans, qui fêtait ses 110 ans ce 11 novembre. Et puis du sport aussi avec la 3e défaite du MSB cette saison. On vous montrera aussi les meilleurs moments de la Punch Live Fight Night, grand événement de boxe en Sarthe. C'était vendredi avec des images très impressionnantes, vous le verrez. Après plus de 2 ans bloqué en Thaïlande, le manceau René Regnault est de retour en Sarthe. Et oui, son combat judiciaire a été éprouvant. Après 26 mois, il a été tout de même déclaré innocent dans une affaire de faux billets. Le Sartois est arrivé au Mans samedi après-midi. Le récit de ce retour riche en émotions, des émotions contradictoires. Vous allez le voir, Laure Girard. Allez, un petit sourire. Cette image, c'est celle d'un homme libre qui retrouve sa fille après plus de 2 ans de séparation. 3 heures après son arrivée à Roissy, René Regnault regagne le Mans. Sa fille, Kathleen, toujours auprès de lui. Il est attendu dans une brasserie par une vingtaine d'amis et de soutien. Merci à tous. C'est l'heure pour lui de parler librement et sans phare des 26 mois qu'il vient de passer, assigné à résidence par la justice thaïlandaise. Ma fille, heureusement, était là. Ce qui m'a permis de ne pas faire de bêtises. Surtout les 15 derniers jours avant le dernier jugement. Parce qu'il y avait trois possibilités. Il y avait la possibilité première qui était celle-ci. Il y avait la deuxième possibilité, c'était une grosse amende. Et puis la troisième, c'était la prison. Et la prison, c'était un minimum de 10 ans. De la prison, il en fera 1 semaine, un enfer qu'il ne peut imaginer revivre et dont il sort sous caution. Quelques jours plus tard, en septembre 2015, ces images sont réalisées par un ami. L'ambiance paradisiaque de cette plage contraste avec la réalité que vivait René Regnault à l'époque. Se projeter 26 mois sans voir sa fille, voir ses amis. Et tout le reste, quoi. Tout ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours, je le fais pas, quoi. Tout, sans exception, quoi. Manger, dormir, être à l'aise, c'est toujours, vous ressassez. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de corruption en Thaïlande. Et là où il y en a le plus, c'est à Patong. C'est là où j'ai échangé mon premier billet. Aujourd'hui totalement blanchi, le Sartois veut remercier tous ceux qui l'ont soutenu, mais il a aussi le sentiment amer d'avoir été abandonné par certains. Monsieur Macron, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, tous les trois, ils ont reçu des courriers sans aucune réponse. Ils n'ont même pas eu la dignité de m'écrire. Monsieur Regnault, on s'occupe de vous, point. C'est compliqué, ça. Une des raisons pour lesquelles le Français souhaite retourner en Thaïlande dans 3 mois, l'autre étant la caution de 4 000 € qu'il entend récupérer auprès de l'État thaïlandais, sans compter les amis et la vie qu'il s'est construit là-bas. Puis nous reviendrons donc sur cette histoire et comment René Regnault a vécu ces 2 ans sur place avec lui en plateau dans le Face à la Rédac demain à 18h45. Il sera accompagné de sa fille et notamment aussi de l'un de ses meilleurs soutiens, Philippe Debray, qui a filmé les images que vous avez pu voir de René Regnault en Thaïlande. Et à présent, on parle de la peur qui était l'invité d'honneur du dernier forum Le Monde Le Mans ce week-end. Et pour sa 29e édition, le forum Philo Le Monde Le Mans a encore fait le plein. Vous allez le voir sur ces images. Débatteurs et conférenciers se sont amusés à décliner le thème de la peur, donc sous toutes ses coutures. Une belle réunion et une belle édition qui aurait plu à son créateur, Henri Lelièvre, l'ancien adjoint au maire en charge de la culture de 1977 à 1995, est décédé des suites d'une longue maladie. Vendredi soir, Jean Birenbaum, qui est l'animateur de ce forum, lui a rendu hommage à l'ouverture de l'événement samedi.
Et on parle à présent d'une micro-maison sur roulette à emporter partout ou presque. En tout cas, c'est la trouvaille que nous avons fait ce week-end au Salon de l'Immobilier au Mans. Et oui, plus spacieuse qu'une roulotte, plus simple qu'un mobil-home, la Tiny House peut servir à tout habitat principal. Je vois que ça vous intéresse. Maison de vacances, chambre d'amis ou encore logement saisonnier. Celle que nous voyons à l'image mesure alors 6,50 m de long, 2,55 m de large, très exactement, 4,20 m de haut pour 17 mètres carrés habitables. C'est petit mais c'est logeable. Une fabrication artisanale, tout en bois, dont nous parle son concepteur, un Tourangeau. Il s'appelle Yann Vallée et il est interrogé par Pascal Brulot. C'est une micro-maison mobile. Donc c'est l'esprit d'une petite maison ossature bois qui est posée sur une remorque et qui se déplace derrière un véhicule. Je suis charpentier-couvreur et j'avais besoin là pour un chantier d'avoir un petit habitat sur mon chantier. Et donc plutôt que d'acheter une caravane, j'ai décidé de construire une tiny. Alors celle-ci, si je devais la vendre, je la vendrais 65 000 €. Après, c'est quasiment la plus grande qu'on puisse faire avec une mezzanine et elle est quasiment toute option. Donc on peut faire un peu moins, on peut faire moins équipé, on peut laisser aussi le choix aux gens d'aménager l'intérieur. Et samedi, vous étiez sûrement nombreux à commémorer l'armistice, la fin de la Grande Guerre de 14-18. Et oui, hasard du calendrier, dans le quartier crétois au Mans, 200 personnes se sont réunies pour célébrer un autre anniversaire, les 110 ans de l'association sportive La Jalte. Aujourd'hui connue pour son équipe de basket, La Jalte est donc née en 1907 de la fusion de deux patronages, la Jeanne d'Arc et la Liberté de Tir. Il s'agissait à l'époque de former des hommes forts capables de partir au combat si une guerre éclatait. Dans le grenier du gymnase, Michel et Pierre-Jacques partent à la chasse aux souvenirs. Leur club, la Jalte, c'est la fusion de deux patronages du Mans, la Jeanne d'Arc et la Liberté, créés tous deux en 1907. À l'époque, le basket, aujourd'hui pratiqué par la moitié des effectifs, n'est pas du tout majoritaire. Oh non, c'était plutôt l'émanation de deux structures qui avaient vocation de former des hommes, de les préparer pour les guerres, on dira ça, de préparer des gens vaillants, des gens courageux. Donc on faisait de la gymnastique, entre autres, c'était très très important à l'époque. Au début du XXe siècle, les deux patronages n'acceptent d'ailleurs que des hommes. Licencié de basket depuis 55 ans à la Jalte, Michel peut aussi témoigner de l'héritage religieux de l'association. J'ai vu des entraîneurs en soutane. Ouais, c'était des gens du diocèse, des gens de la paroisse qui entraînaient. J'ai commencé comme ça, moi. En 1963, la Jalte et la Liberté du Mans fusionnent et deviennent la Jalm. C'est pas très propre. Quand j'ai démarré, il n'y avait que ça. Et c'était accroché sur... On comptait les points comme ça. Et on jouait dehors. Le T final remplace le M du Mans l'année d'après, en 1964, lorsque le club ajoute une section tir à l'association sportive. Jeanne d'Arc, Liberté du Mans. Ouais. Ça, c'était le truc de la fusion. De la fusion, ouais. Aujourd'hui, 110 ans après sa création, la Jalte est bien vivante, avec 500 membres, dont une moitié de basketteurs. Pour certains, être jalté, c'est l'histoire de toute une vie. Pierre-Jacques l'est depuis 1973, période où le basket monte en puissance dans le club. On y passait le week-end souvent. Si on avait notre match à 14 h, en gros on y restait après, on donnait un coup de main, on tenait la table de marque, on mettait les points. Moi j'ai passé vraiment des heures et des heures dans cette salle. C'est quand même souvent des souvenirs sportifs et puis aussi des amitiés. Là j'ai encore des copains avec qui sont comme moi de 1965 que je revois avec plaisir. Un esprit de camaraderie qu'il souhaite voir perdurer à la Jalte dans les années à venir. Et on ouvre une page sport à présent avec la nouvelle défaite du MSB face à Hier Toulon. Oui, en cette 9e journée de championnat de Pro A, le MSB s'est incliné 88-62. Il reste malgré tout en tête du classement devant Monaco et Villeurbanne. Le résumé du match avec Mathias Hubert. Après Gravelines en Coupe de France le 7 novembre, c'est au tour de Hier Toulon d'enfoncer le MSB. Si les tangos donnent le change à la première mi-temps, ils enchaînent les fautes techniques, malgré les bonnes actions de Youssouf Affal ou de Roméo Trévis. En fin de deuxième période, Hier Toulon mène le jeu de 5 points seulement, mais compte 17 tirs de plus que le Mans. Pendant le troisième quart-temps, le bloc manceau est toujours aussi perméable. Serait-ce l'absence d'Amagou ou de Riley ou bien un simple manque de concentration ?
Toujours est-il que l'écart se creuse en fin de troisième quart-temps. Au quatrième quart-temps, les Manceaux se font complètement malmenés et prennent 30 points en 10 minutes. Lors de cette rencontre, les Tangos ont livré une attaque timide, une défense fragile et des erreurs de concentration. Comme ces 17 balles perdues en tout, ils restent malgré tout en tête du classement de la Pro A. Voilà. Pardon. Je vous en prie. Non, mais c'est vous. Non, je vous en prie. Je n'en fais rien. Donc, prochaine rencontre face au Portel samedi prochain en Antares. C'est ça, Aurélien, bravo. Très bien. On passe à la rotonde à présent qui a fait le plein vendredi soir pour l'événement boxe de l'année au Mans. Et oui, un programme généreux pour cette 3e édition du Punch Live Fight Night. 8 combats professionnels et amateurs, de la boxe anglaise olympique, de la boxe thaïlandaise, du kickboxing. Vous le voyez, c'est plutôt rude sport, comme combat. Ouais, c'est très sport. Et des boxeurs Manceaux au premier plan avec 5 combattants locaux et 3 victoires, dont 2 par KO. Ce n'est pas rien. Le public a répondu présent. 2000 personnes ont fait le déplacement à la rotonde. Les organisateurs ont même dû refuser 300 personnes qui sont restées à l'entrée. Voilà, les très belles images d'Amoun Shamsuddin au plus proche, vous voyez, du ring. Je vous propose d'écouter Nordin Harik. Il est l'heureux promoteur de l'événement, au micro donc d'Amoun Shamsuddin. Regarde la salle de la rotonde, allez, à guichet fermé, c'est splendide, on a réussi notre pari fou, on a gagné, je pense qu'on a encore adhéré à un nouveau public de la boxe, des gens qui ont aimé ce show et cette boxe, voilà, on est content, on est fatigué, on est très content. Et moi je tiens à remercier toute mon équipe Punch Live et toute l'équipe partenaire qui ont été JS Koulen et l'ASL Boxing, parce que vraiment on s'est éclaté, voilà, mais on a gagné ce soir. Et c'est sur ces images sportives qu'on termine ce journal. Dans un instant, la météo avec Maxime Holbert, et puis on se retrouve ensuite avec nos invités du Face à la Rédac. Ce soir, Patrick Rouillet, directeur de la CPAM de la Sarthe, et le docteur Elisabeth Caillez, médecin tabacologue. On parlera avec eux de ce mois sans tabac et de l'augmentation du prix du tabac effectif depuis aujourd'hui. A tout de suite sur LMTV. Et c'est l'heure du Face à la Rédac avec nos invités en plateau. Patrick Rouillet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'MTV. Vous êtes directeur de la CPM de la Sarthe. Docteur Elisabeth Caillez, bonsoir.
Vous êtes médecin tabacologue et ce soir on va parler de ce mois sans tabac avec une actualité aujourd'hui, l'augmentation de 30 centimes sur les paquets de cigarettes. Ça fait hurler évidemment les fumeurs, ça ravit les médecins et j'imagine le responsable de la CPAM que vous êtes. Oui, tout à fait. Tout ce qui est de nature à réduire la consommation de tabac ne peut que réjouir les responsables de la santé. L'augmentation du prix du tabac n'est qu'un élément de la politique de lutte contre le tabac. Elle a montré son efficacité. Ce n'est pas une panacée, mais ça rend de véritables services. En particulier, on peut espérer que ça peut dissuader les jeunes, puisque la première cigarette est généralement fumée aux alentours de 14 ans, parfois avant. 7 €, 7,30 €. Il faut vraiment avoir beaucoup de... Ça va continuer l'augmentation. Jusqu'à 10 € le paquet d'ici 2 ans. Donc avec 1 € de plus au mois de mars. Donc c'est qu'un élément. Il ne faut pas croire que ce sera le seul, mais il est utile. C'est pas la première des augmentations. Il y a toujours autant de fumeurs. Donc ça veut dire que c'est un échec de ces politiques sur le prix, docteur? Non, il y avait eu du temps du président Chirac, il y avait une nette augmentation et à ce moment-là, on avait vu une chute du nombre de fumeurs, vraiment une chute significative. C'est l'ampleur de l'augmentation qui est significative, qui doit être significative pour avoir un effet, c'est ça. Voilà, il faut qu'elle soit au minimum égale à 10% du prix du paquet pour qu'on voit réduire le nombre de fumeurs. On est en France 30% de la population qui fume de manière régulière. Pour vous donner un ordre d'idée, au Royaume-Uni, en Allemagne, c'est 15%. Qui sont ces fumeurs? Ce sont des jeunes, des plus anciens, des femmes, des hommes, CSP+, est-ce qu'on a un portrait robot du fumeur? C'est assez bien réparti dans la population. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes, mais leur nombre augmente. Ce qui est plutôt surprenant, heureusement surprenant, c'est que chez les jeunes, ça a tendance à décroître. Donc c'est plutôt un bon signe. Un phénomène qu'il faut noter, c'est qu'entre 2012 et 2015, enfin jusqu'en 2015, les jeunes hommes fumaient de moins en moins. Et maintenant, depuis 2012, on s'aperçoit qu'il y a une remontée du nombre des jeunes fumeurs, des garçons. Ça veut dire que le combat n'est pas gagné, évidemment. Non. Et les femmes, les jeunes fument de plus en plus, y compris les femmes qui ont plus de 50 ans, fument de plus en plus. Le mois sans tabac, c'est une nouvelle manière d'aborder la dépendance et sensibiliser ces fumeurs, justement. C'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition et nous nous sommes inspirés des Britanniques qui le font au mois d'octobre. Les Anglais font jamais les choses comme... Le mois de novembre a été choisi de manière complètement... Il a fallu trouver un mois. Donc, libre, j'imagine, d'autres événements. Voilà, nous avons Mars Bleu, nous avons Octobre Rose, voilà, donc on a le mois de novembre. Donc novembre, c'est un mois, c'est fait pour évidemment créer un environnement favorable à la prise de conscience, à l'encouragement, au sevrage. Et puis ça s'appuie aussi sur l'expérience qui montre que être en mesure de s'arrêter pendant un mois, c'est de bonnes chances de s'arrêter définitivement. Et aujourd'hui, il y a des statistiques qui existent disant que ça fonctionne. Est-ce que ça a fonctionné l'année dernière, ce mois sans tabac? Alors, c'est trop tôt pour le dire en France. On peut le dire pour le Royaume-Uni, puisqu'ils sont à 15% de fumeurs contre 30% pour nous. En revanche, on peut dire que, par exemple, dans la Sarthe, le nombre de substituts nicotiniques qui ont été remboursés aux assurés ont augmenté de 60% depuis l'an dernier. Le nombre de consultations en addictologie à l'hôpital du Mans a doublé. Donc il y a effectivement... Dans la foulée de ce mois. Dans la foulée de ce mois, tout à fait. Là, les médecins de ce service nous le disent eux-mêmes. Ils ont vu une augmentation et qui s'est maintenue. Alors il se passe quoi pendant ce mois de novembre qui fait que derrière ça peut créer ce déclic dont vous parlez? Alors là, on est beaucoup sur le psychologique, c'est-à-dire qu'on essaie de montrer qu'il est possible de s'arrêter. Donc on distribue par exemple un kit qui est très bien fait. On peut se procurer auprès des pharmaciens. Dans tous les événements où nous sommes présents, il est remis. Où on a une approche très didactique. C'est pas du tout stigmatisant. On dit pas aux fumeurs c'est pas bien. On dit voilà, il vaudrait mieux ne pas fumer. On comprend que c'est difficile. Chacun a son rapport à la cigarette.
réfléchissez, voyez si vous êtes prêt. Si vous êtes prêt, comptez sur le soutien de la collectivité. Vous jouez le challenge un peu, hein, c'est ça, presque pas la compétition, mais un peu le challenge, le défi, quoi. Oui, le défi. Oui, un peu un défi à soi-même. Hein, c'est parce que, je veux dire, on peut dire beaucoup de choses très rationnelles. Le vrai sujet, c'est de se dire, à un moment donné, je suis prêt et je vais essayer de le faire. Docteur, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va faire sa démarche et qui va la pousser, et quelqu'un qui refuse ou qui va échouer? Il faut un déclic. Le fumeur est toujours dans l'ambivalence. Il aime fumer et il aimerait arrêter de fumer. Et il faut qu'il trouve en lui la motivation, je dirais, il faut qu'il en ait marre de sa clope. La haine de la clope, ça aide à passer justement en disant, bon, maintenant c'est terminé, je la lâche. La clope et la personne, ça forme un couple. Et il faut que la personne décide de casser son couple. C'est pas forcément facile, parce qu'il y a la dépendance physique, il y a la dépendance psycho-comportementale, et la cigarette va gérer les émotions et les habitudes de la personne. Et c'est ça qui est difficile de mettre en place après. Quand on fume depuis 15-20 ans, ça sert à quelque chose d'arrêter? C'est pas trop tard? Ça sert toujours. Il y a toujours un bénéfice, même si vous arrêtez de fumer à 60 ans, 65 ans, il y a toujours un bénéfice à arrêter de fumer. Toujours. C'est ce qu'on dit, c'est rapidement le corps se transforme et retrouve... Au bout de 5 ans, on va dire, il n'y a pratiquement plus d'effets cardiovasculaires, les effets pulmonaires sont déjà partis, mais déjà au bout d'1 an, la chute du risque est tellement importante que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a une bonne méthode pour arrêter de fumer? En tout cas, il n'y a pas de méthode miracle, ça c'est sûr. Hein. Je vous disais qu'il faut de la motivation. Le premier traitement, c'est la motivation de la personne. Ensuite, vous avez les substituts nicotiniques. Ça marche très bien. La cigarette électronique aussi, c'en est un? Oui. Et ça marche bien, ça? Ça permet d'arrêter la cigarette électronique? Il y a des gens qui vont aimer la cigarette électronique, d'autres qui ne vont pas l'aimer. Nous, ce qu'on conseille en tant que tabacologue, c'est si une personne dit je veux et je ne veux que la cigarette électronique, pourquoi pas? On les met en garde puisqu'on n'a pas de recul suffisant. On ne peut pas leur dire vous la garderez à vie. Mais c'est pas, si c'est le moyen que la personne choisit pour arrêter de fumer, oui. Après, il faudra qu'elle arrive à lâcher cette cigarette électronique. Pour arrêter d'être dépendante. Mais une chose à dire, quand on prend la cigarette électronique, il faut arrêter les vraies cigarettes, parce que ce sont les vraies cigarettes qui entretiennent la dépendance. Le paquet neutre ou le paquet avec ces photos horribles qu'il y a sur les paquets de cigarettes, ça ne change pas grand-chose, les gens ne le voient plus. Ouais. En fait, c'est intégré dans le quotidien. Ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que le paquet neutre est une victoire sur le marketing des cigarettes. Sur le marketing de la cigarette. Et c'est pas sans raison qu'autant d'argent a été investi par les cigarettiers pour rendre positif, attractif ces paquets. Donc, en cassant ce mécanisme où on est tous sensibles à des images de marketing, ça contribue aussi à l'ensemble du dispositif fait pour cesser de valoriser le tabac. Si quelqu'un veut arrêter de fumer, là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a des numéros de téléphone. Alors, être dans son coin seul, c'est peut-être pas la meilleure des méthodes? C'est pas la meilleure des méthodes, mais si c'est la méthode qui vous convient, pourquoi pas? Après, vous avez les tabacologues, vous avez le XAPA, vous avez l'UCA, c'est un centre d'addictologie sur le Mans rue Molière. Vous avez l'hôpital aussi qui doit avoir des consultations tabac. Vous avez le centre d'examen de santé rue de la Blanchisserie qui a des consultations tabac également. Donc vous conseillez des médecins. Et dans l'expérience de ceux qui arrêtent de fumer, on voit qu'il y a plein de gens qui tentent des choses un peu alternatives. L'hypnose, l'acupuncture et ce genre. Vous conseillez quoi? Vous conseillez d'aller vers ces pratiques? Ce ne sont pas des techniques validées. Mais si la personne désire essayer ce type, on n'est pas contre. De toute façon, ça ne fera pas de mal. Au pire, ils n'arrêteront pas. Encore une fois, il n'y a pas de technique miracle. La première des choses, c'est la motivation. Et je tenais à rajouter que les substituts nicotiniques sont pris en charge à hauteur de 150 € en remboursement par l'assurance maladie. Donc c'est quand même une belle aide en sachant qu'une boîte de substituts nicotiniques, ça vaut 35-40 €. Donc 150 €, vous avez au minimum 3 mois de sevrage gratuit, entre guillemets, pris en charge par l'assurance maladie. Avant de finir l'entretien, on rappelle un numéro?
Le 39,89. Il se passe quoi quand on fait le 39,89? Eh bien, on trouve des réponses aux questions que l'on peut se poser, des questions, on peut aussi être orienté. Et par rapport à la question que vous posiez, on conseille plutôt d'en parler avec son médecin, son médecin traitant, son pharmacien qui peut apporter des informations tout à fait utiles, et puis de consulter les consultations de l'addictologie, puisque nous en avons dans le département. Je voudrais aussi rajouter que les kinés, les infirmières, les sages-femmes, les dentistes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. Donc si on ne voit pas son médecin mais qu'on voit son kiné, on peut avoir une ordonnance pour avoir un remboursement des substituts. Merci pour tous ces conseils, merci d'être venu sur le plateau de LMTV. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.